2 août 2024, je vous propose de revenir sur un sujet un petit peu plus sérieux que Meilleur Habib et tous ces tocards. On va parler de sionisme en l'occurrence, puisque je vais vous faire un récit d'un livre que j'ai lu il y a très longtemps, pas qu'une fois, qui est absolument passionnant, écrit par un certain Tom Segev, qui est un Israélien, ce qu'on appelle un des nouveaux historiens de l'État hébreu, qui est quelqu'un qui a un passé de journaliste. Il a énormément publié, notamment dans le quotidien Haaretz, et le 7e million, qui fait référence aux 6 millions de juifs décimés par l'Allemagne hitlérienne, en fait est un récit qui va nous plonger depuis la naissance du mouvement sioniste jusqu'à l'utilisation politique de la mort et de ce qu'on appelle le devoir de mémoire, qui va être utilisé vers les camps de concentration comme un élément déterminant, d'une part pour cimenter une identité nationale, et deuxièmement pour justifier un certain nombre de choses actuelles qui sont extrêmement discutables. Ce que j'entends par là, c'est une sacralisation de la Shoah, qui mérite d'être sacralisée, ça va sans dire, et pour mieux justifier des crimes d'État, puisque c'est un outil qui est très clairement utilisé par le gouvernement Netanyahou et des mecs comme Habib, qui nous sortent du antisémite et du Shoah ananas tout le temps. Okay, c'est cette histoire, en fait, qui est une histoire extrêmement passionnante et très grinçante que va nous conter Tom Segev dans ce remarquable ouvrage historique. Alors en fait, la première partie de ce pavé, c'est vraiment un pavé, c'est un livre qui va énormément marquer un Elie Wiesel, par exemple, qui dira que ça a été un choc pour lui de découvrir une partie d'une réalité historique qu'il méconnaissait. C'est vrai, ne donne pas d'Israël le visage ni d'un État terroriste, ni d'un État tout rose, c'est le moins qu'on puisse dire. Un Ben Gourion, par exemple, sort son image en loc. C'est un type très très hard, Ben Gourion. C'est la politique, ça n'a rien d'exceptionnel, c'est pas propre à Israël, c'est ça que je veux dire. Alors, on sait, ça je vous le rappelle, le mouvement sioniste à l'origine, d'abord c'est pas un ensemble de petits pois de gens qui pensent pareil. C'est un mouvement nationaliste. Il s'agit de faire en fait le contraire de ce que Dieu avait donné, c'est-à-dire d'accorder une terre aux Juifs. Alors Dieu, il n'a pas interdit aux Juifs de retrouver une terre, il leur a dit ne revenez pas en Palestine. C'est ça l'interdiction divine. Là, on a affaire à des gens qui sont des laïcs, d'accord? Donc ça ne se trouve pas du tout dans une dynamique religieuse. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est cohérent, quoi. Si vous n'êtes pas religieux, si vous n'êtes pas croyant, c'est pas ce que vous mettez en avant, le fait que Dieu ait donné un interdit, vous ne suivez pas, vous n'y croyez pas. Okay, qu'ils veulent trouver une solution politique à un problème qui est que, effectivement, dans un certain nombre de pays, la communauté juive, les communautés juives sont souvent ciblées par un antisémitisme épouvantable et qu'il faut se serrer les coudes entre juifs. D'accord, sachant que les juifs, c'est une salade composée de plein de races différentes, de tribus, couleurs de peau, origines différentes, etc. Séfarades, Ashkénazes, juifs d'Éthiopie, j'en passe et des meilleurs. En fait, il s'agit de réunifier tout ça autour d'un mouvement qui va avoir plusieurs tendances, de la plus hard à la plus soft. Ils vont avoir au début plusieurs idées. Il y a la Palestine, il y a aussi l'Éthiopie, il y a l'Ouganda. Il y a plusieurs destinations possibles pour ce futur État. Alors au début, ça ne sera pas un État, ça doit être un foyer juif. C'est après que ça va devenir un État. Quand est-ce qu'on va arriver à la fusion avec la Palestine? C'est la déclaration Balfour, qui est, je le rappelle, orchestrée, donc manipulée par les Rothschild. C'est eux qui veulent, en finançant le sionisme, fixer le sionisme sur la terre de Palestine, évidemment pour rompre le serment à Dieu qui disait « vivez en diaspora ou en nomadisme ». On parle de satanistes.
En fait, le livre de Kipkegev va ensuite nous conter quelque chose qui est une page assez sombre en fait, de l'histoire du sionisme, c'est que il va y avoir pendant la totalité de l'hitlérisme, c'est-à-dire avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, dès 1933, puis pendant la totalité du conflit mondial, des négociations à très haut niveau entre le régime nazi et les leaders du sionisme. Et quels leaders du sionisme vont parler de matériel humain et ils vont parler également de sélection. Ils parlent de juifs, ils parlent d'autres juifs, d'accord? Ils vont sélectionner, c'est leur mot, le mot des sionistes, hein, le matériel humain qui peut émigrer en terre de Palestine. Ils vont accorder ce qu'ils appellent des critères qui n'ont pas rien à voir avec ce qu'on appelle la situation économique. Ce que je dis par là, c'est que le matériel humain qui va être sauvé des mains des nazis ne sont pas les petits tailleurs juifs, et pas les petits yiddish, hein. C'est plutôt ceux qui ont de la fortune. On va également avoir beaucoup de négociations sur les fortunes, parce qu'il y a des familles juives richissimes, avec un pays qui est neutre soi-disant, mais qui n'est pas du tout quand il s'agit d'argent, qui est la Suisse. Qui explique Keller-Hals, qui est un Suisse, qui est un nazi. Également ultra-sioniste, et les deux à la fois. Donc en fait, il va y avoir des négociations qui vont être assez atroces. En fait, c'est voilà, vous nous laissez ces biens-là et ces familles-là, et en échange, on accepte de vous livrer plusieurs centaines de milliers de petits juifs. C'est ça qui va se passer. Une négociation de marchands de tapis entre du fric, des riches et des gens qui n'ont ni fric ni pouvoir. Le tout au nom des juifs. C'est une page très sombre de l'histoire d'avant la naissance d'Israël. Et le livre va nous en conter des vertes et des pas mûres qui donnent vraiment une vision très, très sombre de qu'est-ce que c'est que la politique, puisque en l'occurrence la vie humaine ne compte pas. C'est ce qu'on en déduit, pas plus pour les ultrasionistes dans leur négociation avec Hitler et ses lieutenants que de l'autre côté. Alors on a évidemment l'horrible, l'épouvantable Shoah, qui je le redis, c'est pas la première fois, mérite d'être sacralisé pour une raison très simple. C'est pas que ce soit un génocide plus grave que les autres. En tant que tel, un juif vaut un Éthiopien, vaut un Coréen du Nord. Non. Ce que voulait Hitler, c'était exterminer ce qu'on appelle le peuple élu, c'est-à-dire les Hébreux, parmi les Juifs, pour prendre leur place et mettre les Ariens. C'est ce qui s'appelle entrer en lutte avec Dieu. C'est en ça que c'est sacré. Pas en autre chose. Pas parce que les Juifs sont meilleurs que les autres, ça n'a rien à voir. Les Juifs sont ni meilleurs ni pires que les autres. Donc, le Shoah va créer une horreur et un sentiment qui va précipiter la naissance de l'État d'Hébreu, puisque on se retrouve avec des pays européens qui auront été quand même un peu mouillés, avec des États comme celui de Laval, avec Pétain, tout ça, qui ont prêté main forte aux nazis. Le Vatican aussi, qui a eu un rôle pas très net. Quand on se retrouve à la fin d'un conflit mondial qui aura fait des millions de morts, avec une mauvaise conscience à ce point-là, puisque je rappelle qu'en Europe, la tradition antisémite, elle est costaud, à l'époque. C'est pour ça qu'après la guerre, l'antisémitisme, ça ne va plus du tout être à la mode. C'est revenu beaucoup plus récemment, avec la question palestinienne, notamment, et surtout. En clair, la mauvaise conscience va accélérer la création de l'État hébreu, 1948. Donc, il va nous compter les premières années, et qu'est-ce qu'on va découvrir? Eh bien, qu'il y a, il y a les Juifs qui viennent d'Afrique. Eux, la question de la Shoah et des réfugiés qui vont sortir des camps, qui viennent, les rescapés d'Auschwitz, de Dachau, de Birkenau, ils vont venir sur place en Israël dès les années 50, à leur côté dans les kibbutz, pour construire le pays. On est d'accord, on est sur la conquête d'une terre. Donc, il
faut cultiver la terre. C'est l'histoire mythologique d'Israël, hein, c'est le début. En fait, on crée, c'est l'équivalent des kolkhozes soviétiques. Les kibbutz, c'est tout le monde travaille la terre, dort ensemble, tout ça, pour créer un pays ex nihilo qui soit beaucoup plus riche que si on le laissait en friche comme ça, comme les pays arabes limitrophes. Ce qui fait qu'Israël va donner, ils vont avoir une méthode de travail qui va donner des miracles, compte tenu des conditions climatiques locales et de l'état de leurs voisins. Et donc, on va se retrouver donc dans des kibbutz avec des juifs venant d'Afrique qui sont en parfaite santé et des juifs qui proviennent des camps de la mort en Europe qui sont rachitiques et totalement dépressifs. Donc, comment va être l'accueil? C'est ce que nous raconte Séguef, épouvantable. Épouvantable. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des polytraumatisés qui ne peuvent pas, compte tenu de l'horreur qu'ils ont vécue, communier avec les autres dans le même esprit. Ils n'ont plus la même force physique et ils sont détruits moralement. Et les autres vont les rejeter. C'est ça qui va se passer. Et c'est ce que compte Tom Séguef. Ça va durer pendant toutes les années 50. C'est-à-dire que ceux qu'aujourd'hui on met au pinacle, les victimes des camps de la mort, ils seront en Israël, ils seront maltraités pendant les 14, 12, 13 premières années. Ça va s'arrêter quand? Le procès Eichmann. Le procès Eichmann, c'est qui Eichmann? C'est un second couteau de l'hystérisme. Un exécutant, pur et dur. Un fonctionnaire, avec, on va dire, des responsabilités managériales, mais pas un décideur. Un rouage. Qui dit ça? Moi, non. La meilleure historienne de la seconde moitié du XXe siècle, juive new-yorkaise, journaliste et sociologue et philosophe, Hannah Arendt, excusez du peu, envoyée à Jérusalem par le New York Times, qui l'employait. Elle va donc suivre, avec l'accord du gouvernement israélien et de l'appareil judiciaire israélien, la totalité du procès Eichmann en pouvant rencontrer dans sa cellule le prévenu, qui fut, je vous rappelle, enlevé par le Mossad en Amérique latine pour être rapatrié en Israël. Et en fait, ça va servir à quoi? Et ce que va comprendre Hannah Arendt, c'est quoi? Hannah Arendt, on est d'accord, c'est la grande dénonciatrice des totalitarismes. C'est ça son travail historien. Elle va comprendre que l'État hébreu n'a pas de colonne vertébrale idéologique. C'est-à-dire qu'on a en Israël tellement de gens différents qui ne pensent pas pareil. Le pays n'a pas de recul historique. Et on n'arrive pas à faire nation. Parce qu'il n'y a pas d'histoire commune. Le passé, il n'y a quasiment rien. Et vous avez des gens qui sont des religieux, d'autres qui sont des laïcs, d'autres qui sont à droite, d'autres qui sont à gauche. Les gens ne se pensent pas pareil. Et quand on est un gouvernement, on ne peut pas fédérer sur un socle commun qui n'existe pas. Et c'est ce à quoi va servir le procès Eichmann. C'est-à-dire qu'en fait, on va monter une fiction qui est que ce Eichmann est un grand dignitaire nazi, arrêté et qui va être jugé au nom de tous les autres, afin de fédérer ce qui manquait, c'est-à-dire une idéologie, un esprit israélien, une solidarité. Et donc, on va instrumentaliser, c'est là l'instrumentalisation de la mort des camps de concentration, la question de ces réfugiés, de ces camps de la mort, dont on accueillit avec quasiment des bousses de vache les propres réfugiés dans des kibbutz. C'est-à-dire que là, on va catalyser le problème. On va comprendre que cette question de la Shoah, c'est ça la première brique de ce qui va donner lieu au nationalisme israélien. C'est essentiel de comprendre ça. Et Hannah Arendt, qui est une femme absolument remarquable, c'est une des plus grandes historiennes du XXe siècle, elle va être celle qui, parce que c'est une femme intègre, une véritable intellectuelle, elle va l'écrire ça. Pour le dénoncer, bien sûr, mais surtout pour le décrire. Parce que c'est une historienne. Une historienne n'est pas là pour faire de la morale et encore moins de l'idéologie. Une historienne fait de l'histoire. Et donc, elle va de l'intérieur
décrire Eichmann. Elle va nous parler d'un petit mec qui n'a pas beaucoup d'envergure, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui a toujours été un mec soumis à l'autorité, bref, qui est un Allemand totalement banal, balancé dans un truc effrayant qui s'appelle l'hystérisme. Et que donc, le Eichmann qu'on nous décrit au tribunal, c'est une réinvention idéologique et médiatique. C'est ça qu'elle va compter dans ce livre remarquable que je lirai, Eichmann à Jérusalem. Elle va raconter le procès, elle va raconter ses tête-à-tête avec lui, elle va raconter ses entrevues avec des officiels, les juges, le gouvernement, tout ça. Et vous faire un récit à la première personne absolument remarquable qui remet la réalité en face et donc qui vire l'idéologie. Donc ça, cette dernière partie, je dirais quasiment du livre Le 7e million, en fait, nous montre que la politique, hein, le sionisme qui négocie avec Hitler, les Israéliens, les premiers qui l'accueillent avec des lance-pierres, les réfugiés des camps de la mort, puis la manipulation à des fins politiciennes de la question du génocide des Juifs d'Europe à des finalités politiques et donc conquérantes sur le plan intérieur et qui va continuer après avec ce qu'on appelle la question de la colonisation hein, de Gaza, tout ça. On est sur la construction même d'une histoire comme les soviétiques en leur temps ont construit leur propre mythe. Vous revoyez le chef-d'œuvre de Andrzej Wajda, L'homme de marbre. C'est pareil. Eichmann, c'est l'homme de marbre d'Israël. Ça s'est passé en 1960 et c'est là qu'il y a eu enfin un peuple israélien qui s'est soudé alors qu'il était divisé. C'est ça le travail de ce livre, qui est un livre absolument majeur hein, pour comprendre cette délicate et difficile question israélo-palestinienne. Moi, je suis totalement contre le fait de blanchir ou de noircir les gens. Je pense qu'il faut décrire la réalité telle qu'elle est et se tenir à distance des discours qui font ce qui s'appelle du négationnisme ou de la réécriture historique. Et comme Séguève, dans la suite, parce que c'est vraiment un enfant de Hannah Arendt. C'est un Israélien, hein, je l'ai dit, il est né à Jérusalem. Et voilà, il fait partie c'est pas le seul, de cette génération d'Israéliens qui permettent d'abord à leurs concitoyens de là-bas, aux Palestiniens également, et à nous, enfants de ce monde, de connaître l'histoire dans sa véracité, avec ses pages belles, mais aussi ses pages sombres. Le 7e million, un livre remarquable, à peu près 700-800 pages, Tom Séguève, 1993, Christophe Prossoufflon, nous sommes le 2 août 2024. Merci de m'avoir écouté.